merci de nous permettre de réfléchir sur un phénomène qui nous concerne tous. Et comme le modérateur l'a dit, en fait, c'est un phénomène qui est complexe, on reviendra sur ça. Et parfois difficile à définir, on reviendra sur ces questions-là. Complexe. Mais avant, je voudrais quand même dire que, comme il a indiqué aussi, on m'a dit de parler de complexe, thème inaugural, en fait, de parler du thème central de ce colloque, donc dans cette conférence inaugurale. Cela s'agit, on nous demande tout simplement d'embrasser, de poser les principaux éléments du débat, parce que, comme c'est un colloque, il y a beaucoup de choses qui vont se dire autour donc, de cette thématique. Donc, nous allons essayer de discuter de ces phénomènes, corruption et développement, et que lorsque vous regardez corruption et développement, en fait, on a le sentiment que ce sont des éléments qui sont des éléments antinomiques. Ils sont antinomiques, mais ils vivent quand même ensemble dans nos économies et dans nos pays. Ils subsistent ensemble. Et en fait, cette corruption, c'est un phénomène, je crois que tous on est d'accord avec ça, qui de nos jours est l'une des préoccupations majeures des décideurs publics et des agences de développement. Et la lutte contre ce fléau en Afrique subsaharienne est aujourd'hui un facteur déterminant pour la mise en œuvre donc, des stratégies de développement dans nos pays. Et on a aussi observé la mise en place d'un certain nombre de structures de lutte contre la corruption et l'implication directe des gouvernants. Et ça reflète vraiment relativement bien, assez bien tout au moins, l'intérêt que les décideurs publics et les gouvernants portent à cette question donc, de lutte contre la corruption. Mais il faut dire que l'adoption de cette nouvelle posture de nos décideurs publics a été favorisée par les débats sur la démocratie et la bonne gouvernance qui ont eu cours dans nos pays les 3 décennies dernières. On a observé qu'il y a eu des échecs dans les programmes de développement qui ont été mis en place. Et les gens se sont demandé, mais quelles sont les causes essentielles de ces échecs-là? Il fallait identifier les principaux problèmes, les principaux obstacles au développement. Et l'un de ces obstacles est la question donc, de la bonne gouvernance, la question donc, de la corruption. Et donc, à travers donc, ce débat-là, que la question de la bonne gouvernance, et particulièrement celle de la gouvernance économique, parce que la corruption fait partie de la gouvernance économique. Et si on comprend que la gouvernance économique regroupe les processus de prise de décision qui ont une incidence sur les activités économiques d'un pays et sur les relations économiques avec les autres nations, on pourrait comprendre pourquoi, ou on pourrait identifier la rationalité de lier corruption et développement, parce que la gouvernance, effectivement, affecte les questions de développement. Et comme la corruption fait partie des questions de gouvernance, il est évident qu'en ce moment, effectivement, la corruption affectera d'une façon ou d'une autre donc, le développement. Et donc, c'est dans ce sens que nous allons essayer de voir ce qu'on nous dit de faire, analyser donc les interrelations entre corruption et développement. Et pour le faire, nous allons commencer par très rapidement donner un certain nombre de concepts, enfin plutôt définir les 2 principaux concepts de développement. Ça sera fait très brièvement parce que c'est des concepts relativement bien connus. Par contre, on va insister un peu sur le concept ou les différentes dimensions de la corruption. Alors, il est relativement facile de définir le concept de développement. Si cela est facile, mais celle de la corruption est encore plus difficile. Je dirais en 2-3 mots que le développement économique fait référence aux transformations positives des structures économiques, politiques, mentales et sociales d'un pays. Ce sont des transformations
qui engendre généralement un accroissement donc, de la richesse et partant donc de l'amélioration des conditions de vie des populations. On va se contenter de cette définition pour ce qui est du développement. Par contre, la corruption est un concept qui, comme je l'ai dit, revêt plusieurs dimensions et qui de ce fait est complexe à définir. Il a dit, on en parle. Mais il faut dire aussi que même si c'est difficile à définir, une fois qu'on est engagé d'une façon ou d'une autre dans le processus de corruption, on sait que c'est la corruption. Et la définition, de façon de définir la corruption d'un tenant est relativement difficile parce que ça dépend en réalité du chercheur, ça dépend de différents concepts qu'on veut analyser, de différentes dimensions que l'on veut analyser. Mais si vous regardez de façon globale les définitions qui sont données par ceux qui font des études dans ce domaine, ou ceux qui font de la recherche, j'allais dire, dans ce domaine, et les institutions qui travaillent dans ce domaine, on peut retenir de façon très simple que la corruption est l'abus de pouvoir public ou privé pour satisfaire les intérêts particuliers. Ça, c'est la définition qui est retenue par Transparency International. La Banque mondiale dit que la corruption, c'est le fait d'utiliser sa position de responsable d'un service public et à son bénéfice personnel. Il faut dire qu'ici, la Banque mondiale insiste beaucoup sur le secteur public. J'ai une définition, la Convention de l'Union africaine, que je ne vais pas décliner ici, mais qui, de façon globale, dit pratiquement la même chose. Et si on veut adopter une posture purement analytique, on dirait que la définition se définit comme la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages et des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une redistribution et une rétribution plutôt en échange de sa complaisance. La corruption dans ces conditions a conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement du corrupteur ou de l'organisme corruptrice. Ce qu'il faut retenir de toutes ces définitions-là, c'est que le processus de corruption implique au moins deux acteurs, dont l'un abuse de sa position pour accorder des faveurs indues à l'autre contre des rétributions. Mais une analyse étendue du concept de corruption laisse percevoir que certaines de ces formes impliquent une seule personne. Il s'agit notamment des abus que l'agent peut commettre. On pense notamment à faire des abus pour lui-même. On pense notamment à la fraude ou l'appropriation de patrimoine public à des fins privées, le détournement de fonds publics. Là, ça n'implique pas deux personnes, c'est vous qui détournez. Donc, de façon générale, ça peut impliquer une ou plusieurs personnes, mais aussi, on peut observer qu'elle peut concerner qu'une seule personne. Alors, ainsi défini, on pourra noter que la corruption est un phénomène aussi vieux que le monde et qu'elle existe sur toutes les latitudes. Elle revêt des formes différenciées suivant le pays. Dans certains pays, la corruption a des formes endémiques et dans d'autres, elle est plutôt bénigne. On dirait que la corruption, je vais dire quelques petits éléments conceptuels, que c'est une grande corruption lorsqu'elle s'exerce au niveau de la haute sphère de l'administration, des décideurs publics, gouvernementaux et administratifs, et au niveau des hauts fonctionnaires ou des élites qui appliquent la loi et qui vont utiliser leur position officielle pour promouvoir leur bien-être personnel. En fait, il faut noter que ce type de corruption, la grande corruption, n'est pas faite à de grandes échelles. Mais cependant, chaque acte de corruption, ce type de corruption, génère
des sommes importantes qui sont investies dans l'économie locale à travers donc, des secteurs à risque tels que dans le domaine du blanchiment des capitaux, etc. Je sais que j'ai fait un certain nombre de travaux sur les questions du blanchiment des capitaux. On a observé au moment où, quand on essayait de d'élever, dans le cadre de nos enquêtes, on a pu constater que il y a, je prends par exemple le cas de restaurants ou de maquis, et quand vous y allez, vous constatez qu'il n'y a pratiquement jamais quelqu'un, mais il se trouve que ces gens, tous les matins, ils arrivent à la banque pour déposer de l'argent. Vous allez, c'est bien conçu, les gens sont arrêtés, les serveurs sont bien habillés et tout ça. Il n'y a pas de clients, mais chaque matin, il y a de l'argent qui se dépose à la banque, on blanchit de l'argent clairement. On a vu aussi qu'il y a beaucoup de structures, enfin, d'immeubles qui se construisent dans notre pays et sous les prête-noms. Et objectif, clairement, c'est en fait des ressources qui sont dévoyées, de l'État qui sont dévoyées à d'autres choses. En parlant de petites corruptions, quand il s'agit donc de la corruption bureaucratique dans l'administration publique, et dans le secteur ou dans le secteur privé tout aussi. Et ça, c'est une catégorie de corruption qui est fréquente et qui met en jeu individuellement des sommes de montants qui sont parfois modestes. Les 500 francs ou 1000 francs que vous donnez à un agent contrôle, c'est peu. Mais c'est tellement nombreux et c'est tellement fréquent que lorsqu'on fait le cumul, ce sont des montants qui deviennent très importants, qui rentrent donc dans le système. Et ça peut ensuite être blanchi d'une façon ou d'une autre. Donc, bon, on a cité, il y a un certain nombre de formes de corruption. Bon, il y a le pot de vin, la fraude, le blanchiment des capitaux, bien sûr, les dessous de table, les trafics d'influence, beaucoup. On reviendra sur ces questions. Mais ce qu'il faut retenir, surtout ces dernières années, il y a à peu près une dizaine d'années, il y a une nouvelle notion, enfin, une notion qui avait été développée à la Banque mondiale qui parle donc de corruption discrète ou corruption silencieuse et qui est tellement discrète et silencieuse qu'on ne l'aperçoit pas. Et en fait, c'est la face cachée de l'iceberg de la corruption et qui regroupe des abus et observés au niveau d'agents publics et qui ne font pas l'objet d'échanges monétaires, pas forcément pas l'objet d'échanges monétaires. Et on prend par exemple l'absentéisme. C'est une forme de corruption. L'abus, le fait de ne pas être productif dans le cadre de son travail. On peut considérer ça comme une forme de production. Parce que vous êtes payé et vous ne faites pas le travail. Nous qui faisons de la consultation, je ne l'ai pas fait. Mais il se trouve que parfois, surtout, parce que nous, l'avantage des enseignants, c'est qu'on nous donne l'autorisation de faire des consultations. Mais dans l'administration publique, vous trouvez des gens qui font de la consultation à côté. Ils consacrent une partie du temps qu'ils doivent utiliser pour l'État, pour faire cette consultation. Ils génèrent de l'argent, ils sont payés cependant. Donc ça, c'est des formes de corruption qui sont, comme on le dirait, discrètes et qu'on n'observe pas. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font, sans le savoir peut-être, de bonne foi. Elle est silencieuse, cette corruption. Elle est très discrète, mais elle a des conséquences qui sont très importantes, et peut-être même plus importantes que les formes de corruption que nous connaissons. Corruption étant ainsi définie, je reviendrai sur sur quelques éléments qu'on peut identifier comme étant les causes de la corruption, les causes ont fait l'objet de larges débats académiques depuis les années 70. Ces causes sont multiples et variées et sont fortement liées à la situation spécifique de chaque pays. Le contexte économique, social, politique et historique d'un pays détermine en grande partie l'émergence et le développement de la corruption dans le dit pays. On peut cependant détecter quelques faits marquants qui peuvent expliquer la corruption en Afrique. Et si on se réfère aux analyses qui ont été faites de façon générale et ce qu'on peut observer dans nos différents pays, et on peut noter que de façon générale, le développement de la corruption est attribuable à la dégradation des valeurs et au manque de morale et d'éthique dans la société, et particulièrement au niveau donc des agents publics. Et cela est encore plus renforcé par l'absence de sanctions à l'égard donc des actes de corruption.
peut aussi indiquer que la pauvreté endémique de nos pays, le bas niveau des salaires, principalement dans l'administration publique, auquel se greffe la volonté de s'enrichir rapidement, ce sont aussi des facteurs que l'on peut évoquer comme des facteurs permissifs de la corruption. Il faut noter que dans nos pays, les agents sont rarement assurés contre les risques, notamment maladie, accident, chômage. Donc on cherche nous-mêmes à s'assurer nous-mêmes. Et comme on n'a pas suffisamment d'argent pour faire une économie pour s'assurer, on puise dans les caisses de l'État, ou alors on trouve des moyens détournés pour avoir ces ressources-là, pour pouvoir donc subvenir. Comprenez que un enfant qui ne va pas à l'école, qui est malade, et qu'on n'a pas une assurance, il faut trouver un moyen pour pouvoir payer les médicaments. Donc ça peut encourager facilement, ou ça peut en tout cas entraîner beaucoup d'argent à rentrer dans la corruption. L'une des causes de la corruption qui est aussi soulignée, c'est que la corruption a tendance à se développer dans un pays où les institutions sont défaillantes. Si vous êtes dans un environnement dans lequel les dispositions institutionnelles favorisent le développement de monopoles et de pouvoirs discrétionnaires des fonctionnaires, vous allez tout naturellement voir que la corruption va se développer. Et si en plus donc du pouvoir discrétionnaire relativement élevé du fonctionnaire, il n'a pas l'obligation de rendre compte, pas redevable à qui que ce soit, et si ces obligations ne sont pas de façon formelle, édictées de façon formelle dans les textes, et ou alors ne sont pas appliquées, si les agents, ça donne l'impression aux agents que la probabilité qu'on puisse les prendre est relativement faible, et cette probabilité qu'ils puissent être pris étant faible, ils peuvent facilement s'adonner à la corruption. Donc, je dirais que la corruption est fortement liée au pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire et du fait d'être comptable des décisions que ce fonctionnaire prendra. Le manuel du PNUD a dit qu'il a fait ça, c'est quand même tous ceux qui font travailler sur les questions de la corruption à cette formule de Kierkegaard qui dit que la corruption est égale au monopole, plus la discrétion, moins la redevabilité, plus l'intégrité, plus la transparence. Donc le pouvoir discrétionnaire, la redevabilité et le monopole des agents constituent des facteurs qui déterminent fortement le développement de la corruption. En fait, à travers donc, cette formule, ça nous permet d'analyser comment on peut déterminer la vulnérabilité de la corruption. Et ce qu'il s'agisse en fait du secteur privé ou du secteur public, les systèmes qui sont en régime de concurrence sont moins vulnérables à la corruption que les systèmes où il n'y a pas de concurrence. De même, les systèmes où les règles de jeu sont claires sont moins sujets à la corruption que ceux où la discrétion officielle prime. Et de façon prosaïque, on va dire simplement qu'un agent qui a lui seul peut décider de l'octroi d'avantages spécifiques, notamment des licences d'importation, attribution de marché, et qui n'a pas l'obligation de rendre compte, il est beaucoup plus sollicité par les corrupteurs et peut facilement s'y adonner. En résumé, donc, la formule indique que l'absence de redevabilité, de transparence et d'intégrité, doublée d'une situation de monopole et de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, débouche donc à la corruption. Et si on observe dans nos sociétés, dans notre économie ou dans notre société de façon générale, quand vous regardez, et on peut comprendre, et je pense que les études de RENLAC nous ont aussi indiqué cela, qu'il y a des domaines dans lesquels la corruption sévit fortement, par exemple la police, la gendarmerie, le secteur des marchés publics. Mais si vous regardez comment ces secteurs fonctionnent, notamment ceux qui vont dans la circulation par exemple, ils sont généralement que 2. Il est facile de corrompre 2 personnes que de corrompre 10 personnes. En même temps. Parce que ça devient plus coûteux quand ils sont 10. Par contre, si c'est 2, c'est moins cher. Hein. C'est l'histoire donc de... Juste pour qu'on puisse regarder.
de cette affaire que j'aime bien raconter quand je travaille sur les questions de corruption. On dit que c'est deux bobos et un peul. Ça aurait pu être un Yarga et deux Gourmanché ou un Gouroussi et deux Bissa qui sont allés voler un bœuf. Et ils ont décidé de tuer et de partager. Et là, les deux, comment ils appellent, les deux gourmandiers, disons, décident de partager. On partage le bœuf et la bonne chair, on fait 2 tas de bonne chair et un troisième tas de mauvaise chair, enfin les boyaux autres là. Donc le Yara leur dit que si vous savez, celui qui va nous dénoncer là, c'est celui qui va prendre les mauvaises chairs là. Ça veut dire qu'ici, si c'était que 2, c'était facile, là, ils auraient pu se répartir les choses réparties. Mais la troisième personne étant là, qu'on veut brimer, il est évident qu'à ce moment-là, ça pose un problème. Donc le pouvoir discrétionnaire est très utile et très important dans ces questions de phénomènes. Et vous constaterez aussi que dans nos pays, dans nos administrations, surtout la haute administration, les textes autorisent à certaines autorités de pouvoir faire des faveurs. Certains fonctionnaires de faire des faveurs. Notamment, on peut décider, le directeur des impôts ou même le ministre des Finances peut décider de réduire une pénalité. Il peut le décider tout seul. Et vous comprenez que dans ces conditions-là, s'il n'y a pas de bonne moralité, ils peuvent profiter de la situation pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, quand on donne certains pouvoirs discrétionnaires, et là, ça peut avoir effectivement des effets importants sur la question de corruption. Autre élément pour indiquer les causes de la corruption, il y a les pays qui ne favorisent pas la productivité et la promotion des agents publics ont des chances de voir la corruption se développer. Quand la promotion des agents ne se fait pas sur la performance ou la valeur intrinsèque des agents, cela peut contribuer en fait à démoraliser de fait des agents qui n'ont pas de relations et qui sont pourtant bons. Et ça peut faire d'eux des proies faciles à la corruption. Et une fois j'ai dit aux gens que la corruption, je vais revenir sur ça, c'est une sorte de marché. On y va parce qu'on gagne un intérêt, on a un intérêt. Et j'ai dit que chacun a plus ou moins un prix. Mais les gars qui sont très honnêtes, j'allais dire, ont un prix très élevé. C'est tellement élevé que ce n'est plus rentable de le corrompre. Parce que le coût est élevé. Quand j'y vais, moi, en tant que corrupteur, si je veux, il faut que je tire quelque chose. Mais si se trouve que le coût de la corruption est élevé, je ne pourrais pas y aller. Donc, pour dire qu'en fait, à un moment donné ou à un autre, effectivement, ça peut... le fait de vouloir être honnête pour un agent qui voit des gens qui sont moins bons que lui, qui progressent, il a c'est-à-dire son coût d'être honnête devient un peu plus dur pour lui, coûteux pour lui, et ça peut être un élément qui favorise donc la corruption à ce niveau-là. La question du dysfonctionnement du système judiciaire aussi et légal dans un pays peut favoriser l'éclosion de la corruption. Mais il faut noter que de façon générale dans le pays, le système judiciaire, on reconnaît quand même que la corruption est un délit. On a édicté des lois pour combattre, on a mis des structures en place pour combattre, mais malheureusement, de façon générale, les pratiques informelles priment sur les pratiques formelles. Et là, effectivement, ça peut encourager la corruption. Un autre aspect marquant de la corruption en Afrique, c'est qui se développe donc dans nos pays, et c'est celle qui se développe au niveau de la sphère politique et qui est fortement pratiquée par les acteurs donc, de ce milieu. Pour les besoins de prestige, ceux qui ont fait de la politique, qui ont fait la campagne, ils vont savoir de quoi je parle. Pour les questions de prestige ou de représentativité et de redevabilité sociale, les hommes politiques et un bon nombre de cadres publics qui sont à des niveaux relativement élevés dans l'administration, ils sont obligés de s'adonner à des actes de redistribution de ressources, des ressources monétaires
à leur, j'allais dire, de griffe obligée, et il est distribué sur la base des ressources qu'ils ont piochées au niveau donc, des ressources publiques, parce que leur revenu normal ne permettent pas de le faire. Alors le problème c'est quoi? Lorsque vous vous êtes fait élire, ou bien vous êtes le gars du village qui est à un poste relativement bien élevé et que vous ne distribuez pas de l'argent, on trouve que vous n'êtes pas un bon garçon. Quand tu vas au village, il faut donner de l'argent. Sinon, ça veut que personne... Il y a des gens qui ne vont pas souvent au village parce qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir voler, ils n'ont pas d'argent, ils préfèrent rester à Ouaga. Donc quand tu vas au village, tu dois donner. Et les gens ne pensent pas du tout quelle est la ressource, d'où tu touches cet argent. L'essentiel est que tu puisses nous donner de l'argent. Et surtout, si tu veux te faire réélire, il faut que tu puisses redistribuer de l'argent. Et donc, quand on voit ce cercle, il y a un cercle vicieux qui va s'installer. La corruption politique va engendrer la corruption économique, qui induit la corruption sociale, qui va alimenter la corruption politique, et tout ça sous fond d'impunité. Donc, il va s'installer ainsi un système de prédation des ressources publiques hautement préjudiciable au développement économique. Autre élément, c'est la lourdeur des procédures qui sont dues à l'intervention de plusieurs acteurs dans la chaîne et qui vont constituer aussi des sources donc, de corruption. Si vous avez le temps requis, par exemple, pour l'établissement d'un acte administratif, ou lorsque la procédure paraît lourde, on a tendance à donner de l'argent, à payer des dessous de table pour obtenir l'établissement donc, des actes dans un temps record. Et là, vous l'observez, moi je passe devant le commissariat de Somgandé tous les matins. Il y a des moments où je vois les gens alliés, surtout au moment des concours, pour pouvoir légaliser des documents. Ils viennent à 3h, 4h du matin, parfois 2h du matin, ils dorment et puis ils attendent. Mais le matin, les gars viennent, ou même les pièces d'identité, c'est ça. Ils viennent et vous disent, bon, nous, chaque jour, on ne peut pas prendre plus de 50. Il y a 500, il y a 300 personnes qui sont arrêtées dehors. Ils ne prennent pas plus de 50 par jour. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fini de prendre les 50, les gens partent. Il y en a qui partent derrière et ils finissent par vous établir 200, 300 pièces. Sans problème. C'est-à-dire qu'il y a une forme de file d'attente qu'on constitue pour pouvoir amener les gens à pouvoir jouer des dessous de table pour avoir les gens. Donc effectivement, quand les procédures ou quand ce n'est pas clair, ça constitue aussi une source donc, de corruption. Je vais m'arrêter là pour les causes, parce que je pense que je suis dans le temps. Pour aller très rapidement, maintenant, je pense que c'est vraiment l'élément qui nous importe. La question donc des conséquences socio-économiques de la corruption dans nos pays. Lorsque vous regardez l'évaluation des conséquences de façon générale, hein, c'est relativement délicat hein, dans la mesure où les éléments d'appréciation de la corruption elles-mêmes sont aléatoires. On n'a pas d'éléments pour pouvoir bien apprécier ces éléments dépendent de l'observateur. Et il est relativement facile de voir les effets de la grande corruption sur le développement économique et social, parce que ces effets sont directs et patents. Si on doit construire une route et qu'en fait, il n'y a pas... La route est mal conçue, ça se perçoit tout de suite. Hein. Et là aussi, on a eu cette histoire d'un de nos... Enfin, un Africain qui s'est retrouvé à faire des études en Europe et qui a fait de très bonnes études. En général, quand nos gars vont en Europe, ils sont très bons. Il fait des études d'ingénieur, il rentre chez lui, on le bombarde à un poste très important. Et il se trouve qu'il voulait aller en vacances en Occident, chez un de ses amis promotionnaires qu'il a reçu, dans une très belle villa, dans une maison bien bâtie. Il a fait les effets de la corruption. Et on peut quand même, en observant les différentes estimations qui sont faites par les différentes institutions,
on peut observer qu'il y a quand même un accord de façon générale. Ils ont des méthodes différentes, mais de façon globale, de façon générale, on aboutit pratiquement au même résultat. Et lorsque vous regardez sur les impacts, donc, et ce qu'on peut retenir dans la littérature, je crois que dans les interventions ce matin, cela est revenu. Il y a deux écoles qui se confrontent sur la question des conséquences de la corruption. La première école estime que la corruption peut faciliter la croissance. Et la seconde estime que non, c'est un phénomène qui a des effets adverses sur le développement économique. Les tenants de la première école avancent plusieurs raisons pour étayer leurs arguments. D'abord, ils disent que les pots de vin ont un rôle de speed money ou grease money. C'est-à-dire que les pots de vin ont un rôle d'accélérateur ou de lubrifiant de l'activité économique. Et en ce sens, il va permettre de contourner donc les lourdeurs administratives dont je parlais tout de suite, avec les policiers notamment, par exemple. Vous voyez, effectivement, les gens s'étaient bloqués, on a donné de l'argent, au lieu de faire 50, on a fait 200. Donc ça permet de produire, ça améliore la productivité, c'est ce qu'ils disent. Il y a un même qui affirme que, sur un plan purement économique, une stratégie de corruption conduit à un équilibre, nous, en économie on parle d'un équilibre de Nash, et dans une situation de jeu non coopératif, qui va permettre de minimiser les coûts. Ça permet de minimiser les coûts d'attente, puisque si on donne l'argent, le coût d'attente est réduit. Et toi, en tant qu'entrepreneur, le temps est très utile pour toi. Donc tu préfères distribuer de l'argent et partir. Et je sais que certains, peut-être d'entre nous, ont vécu cette situation. Tu sors le matin, tu es un malade à l'hôpital, et le policier t'arrête. Tu es tellement perturbé que tu as brûlé le feu, peut-être. Qu'est-ce que tu fais? Et tu sais que parfois, ils acceptent de l'argent. Tu es tenté de donner l'argent et partir. Donc ça a accéléré ton processus, toi tu vas t'occuper de ton malade. Donc les entrepreneurs sont dans cette posture, semble-t-il. Et donc ça permet de réduire donc, le coût d'attente, parce que ça va réduire les lourdeurs administratives, et ces lourdeurs administratives ont généralement des coûts très importants pour l'entrepreneur. Et ça, ce sont des effets qui peuvent avoir des effets négatifs pour l'entrepreneur, le fait d'attendre. Et donc le fait de contourner ces lourdeurs-là, à travers donc, des pots de vin, porte satisfaction aux entrepreneurs et va améliorer dans le même temps l'efficacité de l'administration publique. Ça, c'est le premier argument qu'ils avancent. Et le deuxième argument qu'ils avancent, ils vont dire que non seulement les bas salaires ne motivent pas les bureaucrates, c'est-à-dire le travailleur du public, à faire montre des ailes dans leur travail, mais aussi le fait qu'ils ne soient pas obligés de rendre compte de leur léthargie fait que les agents agissent de façon inefficace. Et dans de telles conditions, la corruption peut amener à lever cette inefficacité. Troisième argument, il est dit que si on se place sur un point de vue de l'économie du bien-être et qu'on se trouve dans un pays avec de fortes distorsions qui sont causées par les politiques économiques adverses et qui cela contraint à une situation de second best, une situation de second rang en fait, et une situation dans laquelle l'agent économique est obligé de choisir, de faire un choix qui n'est pas un choix optimal, qui est un choix qui vaut mieux que rien. À défaut de ça, maman on dit non, peut-être ta grand-mère. Donc, je veux beaucoup, je n'ai pas eu ce que je voulais. Mon optimum, je ne peux pas l'obtenir, mais je vais me contenter d'une situation de second rang. Et donc, dans ces conditions-là encore, effectivement, ça améliore de fait l'utilité de cet agent et aussi l'efficacité de l'entrepreneur qui va rentrer dans le processus. Ça, ce sont les arguments qu'ils ont avancés. L'autre école dit que la corruption est un phénomène qui a des effets négatifs sur le développement économique et que la pratique de la corruption introduit donc des distorsions qui vont conduire à une allocation inefficiente des ressources. Et cela peut, à terme, compromettre fortement la croissance économique. Et ceux qui ont mené des études sur les effets de la corruption ont permis d'identifier un certain nombre de conséquences, dont notamment le fait que
Et la corruption a des infractions, et les infractions assimilées peuvent anéantir les fondements socio-économiques du pays. Et en dévoyant donc les ressources et en déplaçant les normes sociales et en sapant les vertus civiques, et ça, tous ces éléments sont utiles et fondamentaux pour assurer un développement socio-économique. Je pense que le professeur Pam, ce matin, a indiqué un certain nombre d'éléments de ce type dans son discours. De fait, ici, on va retenir que la corruption est un phénomène qui a des effets négatifs sur le développement économique et qu'elle introduit dans l'économie et la société ces distorsions qui vont conduire à une allocation plutôt inefficiente des ressources. Et ça peut à terme compromettre la croissance économique. Certains auteurs ont dit que, par exemple, Schaeffer et Binich et puis Bardan, ils ont fait la distinction entre la corruption avec vol et la corruption sans vol. Corruption et vol, corruption with theft, et puis corruption sans vol, corruption without theft. Ou encore corruption avec collusion ou corruption sans collusion. Et la corruption avec vol, c'est lorsque, par exemple, un agent, dans le cadre d'une entente entre lui et le client, qui est le corrupteur, il va réaliser des gains qu'il va garder par devers lui. Il ne reverse rien à l'État. C'est-à-dire quelqu'un qui laisse passer, par exemple, des marchandises et qui peut-être valent, disons, 10 millions, qu'il devait payer à la douane, il ne paye pas, mais le gars passe 5 millions. Donc l'État ne gagne rien. C'est l'agent qui garde tout le reste. Donc ça, c'est corruption avec vol. Corruption sans vol, et c'est lorsque l'agent reverse dans les caisses de l'État l'argent, mais il garde quand même quelque chose pour lui. Il a quelque chose qu'il gagne. Par exemple, un agent qui décide de vendre une licence. Mais pour avoir la licence, il faut que tu ajoutes de l'argent. Tu payes. J'ai pris le cas des agents, par exemple, les pièces d'identité. Quand tu vas faire ta pièce d'identité, il y a une somme à payer, tu vas payer la somme. Mais comme tu as payé un peu plus d'argent, donc là, c'est corruption sans vol. Puisque l'argent qui était dû, l'entreprise nationale, se trouve dans une situation de concurrence illégale, on peut comprendre que les gens hésitent. Parce qu'effectivement, du fait de la fraude et de la corruption, il y a de nombreux produits qui peuvent venir dans votre pays à des coûts relativement réduits, puisqu'ils ne payent pas de douane, et qui vont se retrouver sur le marché à un prix relativement faible. Et donc, l'industrie nationale ne pourrait pas produire pour être compétitive à ce moment-là. Et ça veut dire tout naturellement que ça va jouer sur vos tissus économiques, sur vos tissus industriels dans ces conditions. Donc, à ce moment-là, effectivement, n'étant pas compétitifs, les industries nationales vont se mettre en arrière et cela réduit de façon sérieuse donc, le tissu industriel national. La corruption peut aussi enchérir les prix des biens et services. Notamment les marchés publics sont souvent l'occasion de corruption, ça on le sait. L'un des effets les plus palpables donc, de la corruption dans les marchés publics est le renchérissement des coûts. Puisque, pour qu'on puisse corrompre, une entreprise puisse corrompre, il va forcément renchérir les coûts. Et ceux qui estiment et qui donnent les marchés publics, en général, se permettent à la limite, parce qu'en général, ce qu'on suggère, la bonne pratique, c'est de faire le moins 10 ans. Mais on va essayer de donner le plus 10 ans. Parce que l'enveloppe que le corrupteur va donner dépend du volume global. C'est une proportion du volume global du marché. Donc, il se trouve que ça renchérit les coûts donc, des services publics. Et il n'y a que ceux qui ont la capacité de proposer des prix élevés qui pourront avoir des marchés. Et même, vous allez voir que certaines entreprises ne vont même pas soumissionner parce qu'ils estiment qu'en réalité, ce serait une perte de temps. Et j'ai vu aussi, là, c'est quand je faisais un travail sur la stratégie de développement, la stratégie de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, quand on fait des enquêtes à ce niveau-là. On nous a dit, c'est d'ailleurs le politicien qui nous a donné cet exemple-là, que le charbon de bois qu'on produit en brousse, qui sort dans les sacs, arrive à Abidjan avec un prix qui est pratiquement le triple et parfois multiplié parfois par 5, tout simplement du fait que les coûts intermédiaires
l'argent que les uns et les autres prennent en cours de route font que le sac, s'il était de 500 francs ou de 5 000 francs à Abidjan, en Brousse, il va être de 15, 20, 30 000 francs en ville. Vous dites qu'en fait, là, effectivement, vous voyez en quoi ça peut jouer sur le coût de la vie. Ça réduit aussi, la corruption réduit aussi le niveau des services sociaux de base. Et la corruption réduit donc le niveau des services sociaux de base parce que les fonds détournés, étaient initialement destinés à des services qui ne seront pas exécutés, notamment les services de santé, d'éducation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et le logement. Et ça constitue que, en ce moment, la corruption donc, des fonctionnaires, dans ce cadre-là, va constituer une entrave majeure à la capacité de l'État à satisfaire donc ses besoins fondamentaux. Et notamment si vous êtes dans un pays où l'aide internationale est censée améliorer la qualité de vie, et la corruption va faire barrage à ces efforts de la communauté internationale. J'ai bientôt fini. La corruption contribue donc à la réduction du niveau de l'emploi. Ça aussi, je pense que c'est très important à indiquer. Parce que lorsque l'attribution des postes ne relève pas du mérite, mais du népotisme, le népotisme aussi, c'est une forme donc, de corruption qu'il faut peut-être qu'on signale. Et ce sont des perspectives en fait, qui se ferment pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas de relations. Et ce sont les pauvres, les femmes et les minorités. En ce moment, la corruption va se traduire pour ces derniers-là à un accès plus restreint à l'emploi. En outre, du fait que la corruption décourage les investissements nationaux et étrangers, ça limite la possibilité de création d'emplois, puisqu'on n'investit pas. Donc voyez-vous encore là un effet négatif de la corruption sur l'emploi. Et lorsqu'on regarde de façon globale après tout ça, et les analyses empiriques, on dirait que de façon générale, les recherches ont abouti au fait que la corruption est un phénomène qui nuit à l'activité économique et qu'elle a essentiellement des effets négatifs. Même si on signale des effets positifs, il faut retenir que ces effets positifs ne suffisent pas à contrebalancer les impacts négatifs. Et c'est dans ce sens qu'il faut combattre la corruption. Et ça m'amène donc à mon dernier élément, qui est proposer quelques éléments de stratégie de lutte contre la corruption. Je ne vais pas de façon pratique donner des éléments de stratégie parce que chaque pays a développé sa stratégie et a des actions et des activités qui sont menées dans le cadre de ces. Je donne juste des réflexions, j'allais dire, plus ou moins plutôt théoriques et, sur ces questions-là. Je disais tout de suite qu'un agent qui accepte, je disais que la corruption c'est comme un marché, c'est un marché, et qu'un agent qui accepte entrer dans le processus de corruption, il est fait sur la base d'un raisonnement rationnel. Un raisonnement rationnel, un raisonnement économique. Et sur le plan économique, le raisonnement de cet agent-là consiste à chercher à maximiser son utilité, à maximiser, à accroître son bien-être. Et pour ce faire, lorsqu'il décide de s'engager, il va faire des calculs économiques, tout simple. Est-ce que, si je rentre dans la corruption, quels sont les gains potentiels que je peux avoir dans ça? Et quels sont les coûts? Si les coûts sont plus élevés que les gains, il ne va pas s'engager. Si les gains sont beaucoup plus élevés, il va s'y engager. Que ce soit du côté du corrompu ou du côté du corrupteur. Et ce sont ce type de calculs que les gens vont faire. Et ce qu'on peut retenir comme élément de gain dans un processus de corruption, c'est essentiellement les sommes et les revenus monétaires et des biens matériels qui seront acquis à travers la transaction. Tout ce qu'on peut avoir comme revenus monétaires, comme biens matériels à travers une transaction, effectivement, ça peut constituer les éléments de gain. Pour ce qui est des coûts, c'est les pertes pécuniaires ou encore le préjudice moral de l'agent peuvent être considérés comme des éléments de coût.
Si par exemple on suppose un instant, disant qu'effectivement, si c'est laisse prendre et qu'éventuellement on retire tous ces biens, ou alors, quoi qu'on dise, même si effectivement on peut considérer quelqu'un qui s'engage dans la corruption n'a pas une bonne moralité, il y a quand même une certaine forme de fierté. Si on sait que c'est toi le voleur, ça peut quand même jouer sur ton moral. Donc, ça dépend de quel niveau de sensibilité chacun a. Et donc, ce sont des éléments qui peuvent constituer des éléments de coût pour ces agents-là. Donc, pour moi, il s'agit de lutte contre la corruption. Si elle se veut efficace, elle doit donc partir de ces considérations-là. Le fait qu'on fasse des calculs. Et on va déterminer les éléments constitutifs donc, des stratégies. On va alors agir sur les facteurs qui vont renforcer les coûts et aussi jouer sur les facteurs qui vont réduire le gain des agents. Et parmi les facteurs qui sont susceptibles d'accroître les coûts, on peut ranger le fait d'être pris et les sanctions qui sont infligées. La probabilité d'être pris va dépendre du pouvoir discrétionnaire de l'agent, je l'ai dit tout de suite, dont dispose le fonctionnaire. Plus ce pouvoir est important, plus la probabilité d'être pris en faute est faible. Et dans ces conditions, il est important donc d'adopter des réformes institutionnelles qui vont permettre donc d'éliminer le monopole des fonctionnaires et leurs capacités, leurs pouvoirs discrétionnaires. Et on peut mettre en place aussi des procédures claires et en plus donc de la transparence qui devraient permettre d'accroître la probabilité d'être pris. Et les moyens de contrôle doivent évidemment être renforcés et l'importance des pertes donc, pécuniaires, les pertes pécuniaires vont dépendre des sanctions qu'on va infliger à l'agent. Si par exemple les textes que nous avons prévoient qu'un agent qui est pris en faute sera radié de la fonction publique par exemple, avec des poursuites judiciaires, on aura peu de candidats à la corruption. Si au moins s'il est sûr qu'il sera pris, si vraiment il y a toutes les possibilités qu'il soit pris et qu'il sera chassé de la fonction publique, il y aura peut-être moins de... Les gens vont réfléchir à 2 fois avant donc de se lancer dans le processus. Et le processus, mais pour le fonctionnaire, et pour que tout ce que je propose fonctionne, il faut que les textes soient appliqués sans complaisance. Que les réformes institutionnelles ne peuvent être entreprises que par un gouvernement qui a lui-même la ferme volonté de combattre la corruption. Et cette volonté devait se traduire par la mise en place de structures indépendantes de lutte contre la corruption. Au Burkina, et dans beaucoup de nombreux pays, il y a eu des institutions qui ont été mises en place. Au Burkina notamment, on a commencé par la Haute Autorité de coordination de lutte contre la corruption, qui s'est muée par la suite en ASE et LC. Et l'augmentation du niveau des salaires donne en fait des résultats mitigés. Ce n'est pas forcément ça qui peut amener les gens à ne pas se laisser corrompre. Ça donne des résultats mitigés sur la réduction de la corruption. Il faut cependant dire qu'une politique de rémunération bien pensée et des conditions de travail attrayantes doivent pouvoir inciter les agents à plus d'honnêteté. En outre, plus la rémunération est élevée, plus le coût de s'engager dans la corruption est élevé. Parce que si effectivement tu as un salaire très élevé et que tu risques de perdre ce salaire si on te prend, tu vas réfléchir à 2 fois. Et mieux, ça va amener celui qui est susceptible d'être corrompu à faire des calculs, comme je l'ai dit. Il va se dire, moi mon salaire a tel montant, est-ce que je vais accepter un petit montant? C'est-à-dire, pour qu'on puisse me corrompre, il faut que le salaire soit relativement plus élevé. Et là, effectivement, les possibilités de corruption sont relativement plus faibles parce que, effectivement, le corrupteur, en ce moment-là, va faire des calculs aussi. Est-ce que j'ai un intérêt à me lancer dans ce processus-là? Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut peut-être qu'on regarde. Et il y a une étude qui a été menée en 91 sur 43 pays développés et en développement, qui a montré que de façon
général, les femmes sont moins inclines à la corruption. Ouais. Et du point de vue de la corruption passive, l'étude a montré que 28% des hommes contre 22% des femmes pensaient qu'il est parfois justifié d'accepter des pots de vin. Et du côté de la corruption active, 5% des femmes entrepreneurs acceptaient aller corrompre, pendant que pour les hommes, c'est 11% des entrepreneurs hommes. Donc, vous dire qu'en fait, les femmes, de façon générale, ont moins tendance à la corruption. Est-ce qu'on peut partir de là pour dire que les femmes sont plus intègres? Est-ce qu'on peut... Et dans ces conditions-là, si on estime qu'elles sont plus intègres, on peut se dire que dans ces conditions-là, est-ce qu'il n'est pas bon de donner les postes à risque aux femmes? C'est à chacun d'y penser. En tout cas, ce qui est certain, c'est la conviction d'un certain nombre d'autorités, notamment les autorités municipales de Mexico City et de Lima, qui, eux, ont décidé, dans le cadre de la lutte contre la corruption, de remplacer les agents de la circulation masculine par des femmes. Pour clore mon propos, je dirais tout simplement que la corruption est partout et nulle part à la fois. Elle est en nous et en dehors de nous. Elle amenuise nos capacités de développement et le bien-être de nos populations. Elle est visible, invisible, discrète, pernicieuse et silencieuse. Et toutes ces formes-là jouent négativement sur, sur nos possibilités de développement et gangrènent la société, nous gangrènent en tant qu'individus, parce que, de façon globale, il est très difficile, parfois, de résister, soit d'accepter, soit de donner, parce que... Et donc, comme je l'ai dit, il faut que chacun essaie d'y aller très fort, enfin, en tout cas, d'aller au-delà donc de ces considérations personnelles et pouvoir voir dans quelle mesure, effectivement, il peut résister à ce phénomène-là, parce qu'elle joue négativement sur nos économies. C'est un phénomène qui est mu parce que certains disent le dieu argent, c'est l'argent qui est au centre, et c'est ce dieu argent qui préside à la destinée de bon nombre d'acteurs de chez nous actuellement. Et comme Pam l'a dit ce matin, je crois que le jeune Woba Oyoumali, le directeur de CEDRES, m'a envoyé l'image dont tu parlais. Et j'ai dit, ben, c'est tout à fait, c'est une très belle image, hein, parce que le fait d'accepter effectivement un pot de vin te permet. Moi, je suis en train d'essayer j'ai un chien chez moi que je suis en train de vouloir dresser, mais effectivement, c'est avec des coquettes. Tu lui donnes des œufs. Dès qu'il réussit à faire quelque chose, tu le récompenses. Dès qu'il réussit à faire quelque chose, tu le récompenses et c'est fini. Il rentre dans le jeu. Donc, effectivement, c'est exactement ça. Effectivement, quand on accepte un pot de vin, et, on n'a plus le pouvoir de refuser. Donc, je m'en tiens à ça et merci beaucoup pour votre attention.